Bonjour mes amis investisseurs, dans cette vidéo je vais vous présenter l'affaire Wirecard, l'affaire qui a fait trembler les marchés européens cette semaine. Mais avant tout, je vous invite à liker la vidéo, cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir des informations pour investir à long terme. Je suis Michael Ravaneda et si vous voulez connaître plus par rapport à moi, la chaîne et d'où vient cet accent chelou, je vous invite à cliquer sur la description de cette vidéo. Maintenant, on attaque les sujets. Wirecard, c'est une entreprise cotée dans les DAX. C'est comme les frères allemands du CAC 40. Les DAX, c'est l'indice des 30 plus grosses entreprises du marché allemand. Wirecard, c'est une entreprise spécialisée sur les paiements numériques. Elle figure parmi les principaux partenaires de Visa et Mastercard en Europe. Et elle était le chouchou des boursiers cotés en Allemagne. Cette entreprise, qui avait une capitalisation en moyenne de plus de 10 milliards d'euros, a eu une hausse de presque 4000% depuis la crise financière de 2008. Comme vous pouvez imaginer, beaucoup de fonds d'investissement et particuliers avaient cette entreprise dans les portefeuilles. Dans les CAC 40, on n'a pas une entreprise qu'on peut comparer avec ce que Wirecard faisait, mais en termes de taille et en termes d'importance, ça serait plutôt comme Capgemini en France. Donc vous imaginez une entreprise dans les CAC 40 faire faillite dans une semaine? C'est exactement ça qui se passait en Allemagne. Déjà en 2019, Wirecard a été accusé des soupçons de malversement. Comme Wirecard joue un rôle en fait d'intermédiaire financier, la soupçon a commencé quand l'entreprise dit avoir reçu d'argent des négociations, qui n'était pas vraiment le cas selon les bilans financiers. Certains hedge funds aux États-Unis, qui sont des gros fonds d'investissement, ont commencé à faire la vente à découvert des actions de Wirecard. Ça veut dire qu'ils ont commencé à parier à la baisse de ces titres. Car s'il y avait vraiment un problème dans les bilans, c'était sûr que les marchés allaient répondre à ça en train de vendre les actions car l'entreprise n'était pas fiable. En fait, le journal Financial Times est les premières sources qui a commencé à accuser Wirecard d'avoir des problèmes dans les bilans financiers. Le fameux journal avait en fait affirmé que Wirecard n'avait pas les bilans à jour. C'est exactement à cause de ça que l'action a commencé à être vendue à découvert par des fonds d'investissement américains. Mais si vous pensez que l'autorité des marchés allemands elle allait investiguer ça, laisse tomber. Ce qu'elle a fait, elle a accusé les journaux Financial Times en fait d'avoir un complot avec les vendeurs à découvert pour faire les actions de Wirecard tomber, justement pour profiter de la chute pour gagner de l'argent. Donc à la place d'investiguer si vraiment avait un souci sur les bilans, ce que l'autorité des marchés allemands a fait, c'est accuser les journaux, que c'était la source d'accusation, des complots avec les fonds d'investissement qui vendaient les actions de Wirecard, donc qui pariaient à la chute de l'action. Donc après toute cette polémique, en octobre 2019, Wirecard a décidé en fait de payer pour un audit indépendant pour faire l'analyse des bilans de l'entreprise. Comme ça, elle pouvait assurer à la société et au marché financier que les bilans d'entreprise étaient corrects, il n'y avait rien à cacher. Mais en fait, il y avait quelque chose à cacher. Donc Wirecard a utilisé les services de l'entreprise d'audit KPGM pour vérifier ses bilans. Et déjà, dans les résultats d'avril 2020, donc ça fait 2 mois, KPGM a montré qu'il avait quelques soucis. En fait, l'entreprise, elle a dit ne pas avoir trouvé des problèmes, mais qu'il manquait des documents à analyser. Donc l'analyse, elle n'était pas complète. À ce moment, Wirecard allait aux médias pour dire « Vous voyez, il n'y a rien à cacher, c'est tout bien, KPGM a fait l'analyse, il manque quelques documents, mais tout se passe bien. » Cette boule qui était déjà formée a commencé à grossir jusqu'à la semaine passée, quand l'entreprise responsable pour l'audit a affirmé que Wirecard n'avait pas 2 milliards d'euros dans ses comptes. L'entreprise d'audit a contacté les 2 banques où était censé avoir l'argent de Wirecard. Et c'est que la banque en Philippines a répondu, on n'a jamais reçu un seul centime de Wirecard. Bref, il y a déjà 3 choses bizarres dans cette histoire. L'autorité de marché allemand qui a la place d'investiguer avec Financial Times les bilans de Wirecard, elle a accusé en fait les journaux d'avoir un complot avec les fonds qui vendaient l'action à découvert. La deuxième chose inquiétante par rapport à cette histoire, c'est que les entreprises d'audit, elles ont mis des années sans avoir trouvé des problèmes. Et la cerise sur les gâteaux, c'est que la dernière entreprise à faire l'audit de Wirecard, c'est KPGM, elle a dit qu'il n'a pas trouvé des problèmes, mais il manquait des documents. Vous êtes d'accord avec moi que dans ces cas où l'entreprise elle a simplement à négliger certains documents, ou Wirecard n'a pas fourni tous les documents que l'entreprise avait besoin pour traiter les données. Donc en fait, depuis l'audit des KPGM jusqu'au moment où ils ont confirmé que l'argent ne sont pas dans les banques en Philippines, ça s'est passé des mois d'avril jusqu'à la semaine passée. La boule a éclaté. L'action elle a perdu plus de 98% dans une semaine et a fait beaucoup de particuliers et fonds d'investissement en Allemagne avoir des pertes qui vont jamais être récupérées. La catastrophe elle est déjà là. La question donc plus importante c'est ce qu'on peut apprendre avec ça. Déjà cette semaine, il y avait pas mal de particuliers intéressés à acheter les actions de cette entreprise. Dans les groupes d'investissement bourse à long terme, on a eu cette discussion et ce que j'ai dit à mes collègues, c'était de ne pas toucher l'action parce qu'en fait, même l'entreprise d'audit ne savait pas les informations financières de l'entreprise. Donc en particulier, il n'y a rien à faire dans ces sujets. Bien sûr, il y a ceux qui vont vendre à découvert, vont parier sur la chute de l'action, mais ça c'est de la spéculation et c'est pas de l'investissement à long terme.
La leçon principale qu'on peut apprendre de ça, c'est la diversification. Vous imaginez quelqu'un qui avait cette entreprise dans les portefeuilles avec un poids de 20%, il a perdu 19% de toute sa richesse en une semaine. Imaginez que quelqu'un a passé la vie en train d'investir et les dernières années, il a commencé à investir sur Wildcard, il a commencé à mettre un poids plus élevé car il avait de la confiance dans l'entreprise et donc l'investisseur il a commencé à surpondérer cette entreprise. Sauf qu'il ne savait pas des problèmes que Wildcard avait dans le bilan financier. Ce qui s'est passé, les poids des 20% que cette entreprise avait, maintenant elle pèse moins de 1% dans les portefeuilles. Et ça, c'est pas une crise systématique où toutes les actions tombent en même temps et après avec la récupération du marché, on peut profiter de la hausse. Dans ces cas, vraiment, c'est de l'argent perdu. Beaucoup de livres d'investissement parlent de diversification et recommandent au maximum d'arriver à 15 ou 12% des poids sur l'investissement dans une seule entreprise. Vous allez trouver des investisseurs très connus comme par exemple Charlie Munger, qui est le partenaire de Warren Buffett, qui dit qu'il faut concentrer sur certaines actions. Mais n'oubliez pas que les particuliers, ils ne vivent pas dans les marchés financiers. Donc, ils ne peuvent pas tous savoir de l'entreprise comme quelqu'un qui travaille dans la bourse. Donc, la conclusion qu'on peut avoir de ça, c'est qu'on doit diversifier notre portefeuille. On peut avoir seulement 2 ou 3 actifs quand notre portefeuille, c'est des ETF, car les ETF sont déjà bien diversifiés. Mais si on a un portefeuille d'actions, on doit avoir minimum 8-9 entreprises et arriver jusqu'à 16 ou 18 entreprises. Bien sûr, quand on arrive presque à des dizaines d'entreprises, ça devient presque un fonds d'investissement. C'est difficile de suivre chaque entreprise. Mais quand vous avez moins de 8 entreprises, les entreprises vont avoir un poids très important et vous allez être incapable de prévoir des risques qu'il y a sur certaines entreprises de votre portefeuille. Il y a des proverbes qui sont toujours modernes. Ne pas rattraper un couteau qui tombe et ne jamais mettre tous les œufs sur le même panier. Donc, jamais acheter quelque chose que vous ne comprenez pas. Jamais acheter une entreprise simplement parce qu'elle est en train de tomber. Je vais laisser les liens ci-dessous de la vidéo où je parle des 12 conseils de Peter Lynch où il touche ces sujets précisément de manière parfaite. Et l'autre conseil, bien sûr, c'est de la diversification. Vous allez voir presque toutes les sources financières et tous les livres parler de la diversification parce que ça, en fait, c'est une vérité. Il faut diversifier si vous voulez diminuer les risques d'être dans la bourse. Dis-moi, cette vidéo était utile pour vous? Et dis-moi, je veux savoir, c'est quelle entreprise qui a plus de poids dans votre portefeuille et ça pèse combien? Je vous invite à liker la vidéo, à partager avec vos amis, à s'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.